VOA Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. On se penche sur la situation tendue dans le Kasaï, cette région du centre de la République démocratique du Congo. Les violences y ont fait au moins 400 morts depuis septembre 2016. Dans la même province, 2 experts onusiens et leurs 4 accompagnateurs congolais ont été enlevés le 11 mars dernier et sont depuis portés disparus. Alors, comment la situation se passe dans le Kasaï après les différentes vidéos qui sont apparues sur les réseaux sociaux? Comment se passe réellement la situation au Kasaï? Et puis ensuite, comment le pouvoir central à Kinshasa gère-t-il ce dossier épineux? Quelle solution durable pour le Kasaï? C'est tout de suite dans Washington Forum. Bonjour à vous et bienvenue dans Washington Forum. Depuis août dernier, le Kasaï est le théâtre de violences entre les forces de sécurité et des membres de la milice Kamwina Nsapu, du nom d'un chef traditionnel et farouche opposant du pouvoir de Kinshasa, lui-même tué lors d'affrontements. Le point sur les atrocités et les vives violences dans cette région avec Abdourahmane Dia. Les attaques des miliciens du chef traditionnel Kamwina Nsapu contre les symboles de l'État dont ils rejettent la légitimité ont pris beaucoup par surprise. Mais l'armée, dans sa réaction, n'y est pas allée de main morte. Le bilan est lourd. Selon des estimations non officielles, plus de 200 personnes sont mortes dans ces violences qui ont éclaté dans cette nouvelle province du Kasaï central créée en 2015 après le démembrement du Kasaï occidental. Un bilan officiel publié cette semaine reconnaît la perte de 67 membres des forces de sécurité depuis le début de la crise. Mais ces mêmes forces de sécurité sont sous le feu des critiques sur leur réaction jugée excessive face aux membres de Kamwina Nsapu. Une vidéo qui avait largement circulé sur les réseaux sociaux montrait des présumés soldats des forces armées congolaises exécuter des civils non armés. L'ONU, la France et les États-Unis avaient demandé l'ouverture d'une enquête sur ces incidents. Kinshasa, après avoir mis en doute l'authenticité de la vidéo, a finalement cédé. 7 militaires sont arrêtés et doivent faire face à la justice, mais les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler. Des fosses communes sont découvertes dans la région. Le gouvernement et la milice s'accusent. 2 experts de l'ONU chargés d'enquêter sur ces violences sont toujours portés disparus. La milice Kamwina Nsapu demande que le Kasaï soit administré par le pouvoir coutumier. Le 20 décembre, le jour qui marquait la fin du mandat du président Joseph Kabila, était l'un des plus meurtriers impliquant le groupe. Ce qui, pour beaucoup, fait de Kamwina Nsapu un mouvement plus que traditionnaliste, mais tout aussi politique. Et avant d'entamer la discussion avec nos invités, nous avons reçu dans les studios de VOA Afrique cette semaine Lambert Mende, ministre de la Communication de la RDC. Il répondait à Nicolas Pinault sur les questions concernant les vidéos et ces atrocités ainsi que les fosses communes. Voici un extrait de cette interview. Par mesure de précaution, le président de la République a décidé d'envoyer de hauts magistrats militaires dans la région pour voir si des choses n'ont pas été cachées à leurs collègues. Et d'après les nouvelles que nous avons reçues, ces magistrats ont travaillé très professionnellement et ont abouti à la conclusion qu'il y avait du vrai dans ces vidéos et ils ont pris toutes les mesures qui s'imposaient. Je voudrais donc saluer le professionnalisme de la justice militaire congolaise qui a procédé à toutes les interpellations des personnes impliquées dans cette vidéo qui comparaissent maintenant en justice. Que répondez-vous aux organisations de la société civile, notamment l'Assado, qui critiquent l'indépendance de cette commission d'enquête qui est partie dans le Kasaï, enquêter sur ces vidéos et enquêter sur les fosses communes? Que leur répondez-vous? Alors on se demande pourquoi est-ce qu'on a arrêté ces gens s'il n'y avait pas indépendance, s'il n'y avait pas professionnalisme. Comment on aurait pu arriver à arrêter des personnes? Et concernant l'existence de fosses communes, vous confirmez leur découverte?
Oui, on a parlé de 3 fosses communes, il y a plusieurs fosses communes. Nous avons appris que certaines ont été le fait de ces terroristes qui agissaient sous le label de Kamwina Sampo et qui voulaient cacher les corps de leurs propres adeptes parce qu'ils voulaient apporter la preuve à ceux qu'ils voulaient recruter de leur invulnérabilité. Mais là aussi, il faut que la justice nous le confirme ou qu'il l'infirme ou qu'il dise que d'autres responsables de ces fosses communes existent et nous faisons confiance vraiment à la justice militaire et rien ne nous indique jusqu'à présent que cette confiance soit mal placée. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur le voaafrique.com. Alors avec nous en direct de Kananga au Kasaï, maître Adrien Iloubakwei de l'association congolaise pour l'accès à la justice. Sosten Kambindi, vous êtes journaliste en direct depuis Kananga également. Et puis sur ce plateau avec nous, Ziwundula Mulegwa, vous êtes l'ancien porte-parole du président Joseph Kabila. Et puis Scott Bob, vous êtes le directeur de VOA Afrique. Vous avez longtemps couvert la RDC notamment. Une première question pour vous, maître Iloubakwei, si vous m'entendez. Alors une réaction à cette interview de Lambert Mende, si vous l'avez entendu. Merci beaucoup, madame, de la question que vous me posez et surtout de l'invitation. Il faut dire que ce que les porte-parole du gouvernement congolais venaient de dire, nous, de la page, nous l'avons constaté sur le terrain. Il y a eu une équipe de la justice militaire qui a enquêté. Et nous-mêmes, nous sommes rendus vers le haut magistrat militaire pour leur donner certains témoignages. C'est vrai qu'ils ont fait leur travail. Jusque-là, nous avions suivi un communiqué qui a été rendu public par la justice militaire. Il y a un certain nombre de gens qui avaient été dénoncés. Et puis lorsque vous voyez même les différentes vidéos, effectivement, jusque-là, il n'y a pas quelque chose que nous pouvons dire que c'est du mensonge. Parce que maintenant, donc pour l'instant, le travail est fait. Donc le travail d'enquête a bel et bien commencé, c'est ce que vous nous confirmez. J'aimerais qu'on se dirige vers Sosten Kambindi. Sosten, aujourd'hui, quelle est la situation dans le Kasaï à Kananga? Est-ce que c'est revenu au calme? Oui, merci de l'invitation. Je salue maître Adrien Iloubakwei. La situation qui se déroule aujourd'hui même à Kananga, le cortège du vice-gouverneur de province, M. Justin Milonga, qui se rendait dans la commune de Nganza pour une mission de pacification, a échoué des tirs d'un groupe rival de la milice de Kamwina Nsapu. Nous faisions partie du cortège et nous sommes rentrés au centre-ville en catastrophe. Déjà dans la matinée, 2 autres groupes rivaux de militaires se sont affrontés, mais les forces de l'ordre étaient vite intervenues. Il y a le groupe de miliciens qui sont arrivés à Kananga le dimanche, comme quoi ils venaient pour une réduction avec leurs armes, qui sont cantonnés au stadium de l'Espoir, au centre-ville de Kananga. Un autre groupe est parti du quartier Kamaï pour s'attaquer au groupe qui s'est rendu. Donc il y a encore... La situation était quelque peu paralysée, les écoles étaient fermées. Et cet après-midi, il y a eu aussi cet incident dans la commune de Nganza, ce qui fait que la tension ne fait que monter au niveau de la province. Donc la situation reste vraiment fébrile. Messieurs, je me tourne vers vous. 5 vidéos circulent sur les réseaux sociaux qui montrent l'usage excessif de la force des services de sécurité dans la province du Kasaï. Que se passe-t-il exactement, Monsieur Mulegwa? Pourquoi on en est là à se retrouver avec des vidéos qui montrent des atrocités qu'on a du mal à qualifier? D'abord, quand beaucoup de gens ont entendu parler de ces vidéos, c'était choquant. Le gouvernement a commencé par nier la première fois au début. Normalement, puisque ça c'est quelque chose de très choquant, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre culture. Et c'était tout à fait normal pour le gouvernement de nier ça. Mais ils ont entamé des investigations. Le président de la République lui-même, comme vous avez suivi le porte-parole du gouvernement l'a dit, le président de la République lui-même a dit que malgré le fait que cette information est choquante, on entame des investigations. Ils ont fait des investigations et effectivement,
on a trouvé qu'il y a des gens qui ont fait en fait ces vidéos. Et ces gens, aujourd'hui... Ces gens, ce sont des militaires. Ce sont des militaires, effectivement. Et ils sont poursuivis aujourd'hui par la justice militaire. Scott Bobb, M. Mulegwa disait que ce sont des vidéos choquantes et que c'est ce qui expliquerait que la première fois le gouvernement a été en retrait. Enfin, on sait que le Kivu aussi est une zone d'atrocité. Comment on explique que le Kasaï explose depuis septembre? Eh bien, ce sont des rixes assez locales, mais qui s'amplifie au fur et à mesure que ça continue et maintenant qui attire une certaine attention nationale et aussi internationale. Une vidéo qui va virale comme celui-ci, ça va attirer des condamnations de partout, donc c'est assez normal. Et c'est bien clair que le gouvernement doit attendre qu'il ait des preuves, qu'il soit sûr avant d'admettre qu'il y a une faute. Alors, il y a Human Rights Watch, l'ONG, qui dit que 2 douzaines de fausses communes présumées ont été signalées et il dénonce la présence de femmes et d'enfants parmi les victimes. Maître Ilubekwayi, est-ce que vous avez aussi noté ce genre de victimes, des femmes et des enfants parmi les victimes ? Mais madame, il faut dire que l'association congolaise pour l'accès à la justice et section du Kasaï est à l'œuvre et nous sommes en train d'enregistrer les différentes victimes, ça et là. Et notre enquête juste là est en cours, donc nous ne saurons pas dire quoi que ce soit, mais ce qui est vrai, la présence de fausses communes est une réalité, donc ce n'est pas un mensonge. Mais est-ce qu'il y a des femmes et des enfants parmi les victimes? C'est ce qu'avance Human Rights Watch. Est-ce que dans les victimes que vous avez recensées, vous avez vous aussi trouvé des enfants et des femmes? Oui, il faut dire que les victimes ont une tendance générale. Il y a certes les femmes, les enfants. On vous entend très mal. Je vous posais la question de savoir s'il y avait des femmes et des enfants parmi les victimes. Exactement. Il y a des hommes, il y a les femmes, il y a aussi les enfants. D'accord. Human Rights Watch a demandé mercredi 22 mars au Conseil des droits de l'homme de l'ONU de créer une commission d'enquête sur les violences au Kasaï. Est-ce que le gouvernement congolais va appuyer cette demande? Est-ce qu'ils vont travailler avec l'ONU sur la question ou est-ce qu'ils font une enquête complètement indépendante et séparée? En tout cas, je ne peux pas parler pour le gouvernement congolais, mais je pense que notre système judiciaire fonctionne très bien chez nous et le gouvernement a la capacité, en fait, de mener ces enquêtes. La preuve en est que, déjà, ils ont mené des enquêtes sur les vidéos et les gens qui ont commis ces crimes sont en train d'être punis. Donc, je ne sais pas si on a vraiment besoin d'une nouvelle commission, puisque notre gouvernement a toute la capacité. La justice militaire est là-bas et la justice au Congo fonctionne très bien. Et je ne crois pas qu'il y ait vraiment une raison pour amener une commission internationale pour enquêter sur ces atrocités. On reviendra un peu plus longuement dans la deuxième partie sur les relations entre l'ONU justement et le gouvernement congolais, et notamment sur cette affaire du Kasaï. Sosten Kambindi, le 12 mars, des membres américains et suédois du groupe d'experts des Nations Unies et 4 Congolais qui les accompagnaient ont disparu dans la province du Kasaï central alors qu'ils enquêtaient sur les récentes violations. Où en sont les opérations pour les retrouver? Est-ce que vous, à Kananga, vous avez des échos? Bon, d'abord, laissez-moi d'abord vous dire que c'est dur pour moi parce que j'ai connu Zaïda Katla et M. Makel. C'est des personnes que j'avais rencontrées par 2 fois à Kananga dans le cadre de mon travail de journaliste lorsqu'ils sont venus la première fois. Et que les 2 jours avant leur disparition, je les ai rencontrés dans un hôtel à Kananga, donc c'est dur pour moi. On n'a pas assez d'informations sur les opérations de recherche qui se déroulent parce que la MONUSCO mène des recherches dans la zone. Ils ont été enlevés d'après les informations qui sont parvenues au niveau de la rivière Moyo sur la route qui mène vers Bunkondé. Les informations sont contradictoires. Il y a des gens qui disent qu'ils seraient en vue et que les ravisseurs les font déplacer de village en village après chaque 2 jours.
On a dit qu'ils seraient dans un village qu'on appelle Ngombe, ça s'est révélé être faux parce que des troupes y ont été déployées. Dimanche dernier, le vice-gouverneur de province, Justin Milonga, a regretté le fait que les forces de la MONUSCO s'étaient rendues sur terrain sans avoir obtenu aussi la collaboration des autorités de la province ou des autorités au niveau du gouvernement central en vue de conjuguer les efforts pour retrouver les 4 Congolais et les 2 experts des Nations Unies. Pour l'instant, les recherches se poursuivent, mais il y a trop peu d'informations qui filtrent Effectivement. Effectivement. Merci beaucoup, Sostène. On va marquer une pause et revenir dans la deuxième partie où on reviendra essentiellement sur les relations entre l'ONU et la RDC sur ce dossier. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. De retour dans ce Washington Forum, on poursuit cette émission consacrée aux violences dans la région du Kasaï en RDC. Comment le pouvoir central à Kinshasa gère-t-il ce dossier épineux et quelles solutions durables pour le Kasaï? Les autorités congolaises viennent de restreindre la liberté de circulation de la MONUSCO à Kananga alors que la mission onusienne a intensifié les recherches au Kasaï central pour retrouver ces 2 experts disparus depuis le 13 mars dernier. Tout à l'heure, Sostène Kambindi nous expliquait que les autorités avaient réagi un petit peu de façon étonnée parce que la MONUSCO a déployé une enquête sur place. Pourquoi il n'y aurait pas un travail côte à côte, étant donné que ce sont des membres de la MONUSCO et que c'est sur le territoire congolais? D'abord, parlons des experts des Nations Unies qui ont disparu. Un des problèmes, je crois, pour le gouvernement, c'est le fait que les 2 experts, ils étaient partis dans un endroit qui était très dangereux et ils roulaient en moto là-bas. Ils n'ont pas demandé l'appui du gouvernement, ils n'ont pas consulté le gouvernement, etc. Et aujourd'hui, il y a ces problèmes. Donc, le gouvernement, c'est un gouvernement souverain et le gouvernement doit protéger les membres de la communauté internationale, dont les gens de la MONUSCO. Donc aujourd'hui, vous vous imaginez s'il y a une autre personne qui est kidnappée là-bas, ça va être un problème. Donc le gouvernement est en train de réagir en responsable, en essayant de restreindre les mouvements des gens qui vont dans ces milieux qui est pratiquement une zone de guerre. Scott Bob, comment on explique aujourd'hui, on sent qu'il y a une montée à chaque fois de grade dans les relations entre la MONUSCO, l'ONU en général et le gouvernement de RDC. Qu'est-ce qui explique cette tension qui se cristallise encore sur cet exemple d'enquête pour retrouver ces différents... C'est assez normal. C'est une sorte de gouvernement-administration parallèle dans le pays qui critique ouvertement parfois le gouvernement, qui aussi fait des pressions politiques sur la scène politique. Est-ce que ce n'est pas un gouvernement critiquable sur certains points? Oui, et ça gêne. Et puis vous avez 19 000 militaires sur le sol souverain et ça gêne aussi politiquement, militairement, sans doute. On va revenir vers vous, Maître Moulegua. J'aimerais savoir aujourd'hui comment se passe la situation avec ce regain de tension donc entre la RDC et les soldats de la MONUSCO sur place. Comment est-ce que vous pouvez effectuer votre travail? Oui, madame, il faut reconnaître que c'est vraiment très difficile, étant donné que lorsque nous mettons autour d'une table pour essayer un peu de décortiquer cette situation, c'est comme s'il y a une sorte de guerre entre le gouvernement et les forces de la MONUSCO. Donc il y a un jeu de ping-pong et pourtant le gouvernement congolais est censé sécuriser toute sa étendue territoriale. Donc aujourd'hui, à notre humble avis, ce n'est pas une raison pour dire que parce que ces gens-là sont allés du côté de Montréal et ils n'ont pas alerté le gouvernement, c'est comme ça que le gouvernement ne sait pas vraiment s'impliquer. Non, nous estimons que ces gens-là
dire ce que notre gouvernement ne veut pas, alors qu'il y a notre fond de cloche. Le gouvernement veut tout simplement qu'on puisse. On vous entend très mal. Excusez-moi, Maître Moulegua, on vous entend un petit peu mal, mais en tout cas, on aura compris votre propos. On va prendre tout de suite les réactions Facebook, parce que comme toutes les semaines, vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Et nous avons celle de Fabrice Moukania en RDC qui nous dit « Je donne raison à tous ceux qui disent que ce régime est rempli d'étrangers, car une armée purement nationale ne peut en aucun cas massacrer ses propres citoyens. » Il y a aussi Eli Kapassa en Afrique du Sud qui nous dit « Cette situation au Kasaï doit bien être justifiée par le gouvernement congolais et par la MONUSCO, car ce dernier est aussi chargé du maintien de la sécurité. Si le gouvernement est responsable, c'est aussi le cas pour la MONUSCO. » Diarra Kanyoumé au Mali, pour trouver une solution à ce fléau, il faut que M. Kabila quitte le pouvoir immédiatement, sinon cette crise ne finira pas. Messieurs, je me retourne vers vous. C'est quoi la solution politique au Kasaï? On a vu que c'était une région qui était opposée au gouvernement central avec ce chef traditionnel qui est décédé. D'abord, je voudrais répondre à notre ami sur Facebook qui dit que ça, c'est un gouvernement plein des étrangers et qui tire sur ses propres citoyens. Il parle de l'armée. Ouais, de l'armée même, que l'armée est pleine des étrangers dans l'armée. D'abord, ça c'est faux, faux et archi-faux, et c'est un faux débat. L'armée congolaise n'est pas en train seulement de tuer la population comme ça. L'armée, notre armée, c'est une armée quand même qui est très très professionnelle. Et si vous regardez la plupart de ces tueries qui sont faites, ce sont des tueries qui sont faites par cette milice Kamwina Nsapu. Ce ne sont pas des tueries qui sont faites par les gens de l'armée. L'armée aujourd'hui, l'armée de la RDC aujourd'hui, fait face à une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle où vous pouvez planifier les choses. Est-ce que vous diriez que c'est une armée irréprochable sur Non, il tout le n'y a pas d'armée irréprochable dans le monde. Puisque si vous voulez parler des armées irréprochables, peut-être on peut parler même de l'armée américaine en Irak, etc. Notre armée n'est pas irréprochable. Il n'y a aucune armée dans le monde qui est irréprochable. Mais notre armée est en train de faire face à une guerre asymétrique où l'armée doit s'adapter aux tactiques et les stratégies qui sont utilisées par ces groupes terroristes. Mais vous ne pensez pas que le fait aussi que le territoire soit aussi vaste et que certaines garnisons puissent être aussi isolées parfois, on ne peut pas contrôler tous les actes qui sont commis? Non, on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo étant un pays trop vaste. Non, ce n'est pas un pays trop vaste. Très vaste, je disais. Non, ce n'est pas plus... La RDC n'est pas plus grande que l'Algérie. Donc, on n'entend pas les gens parler de ces problèmes, etc. Donc, ce n'est pas un problème comme ça, c'est un problème où nous avons un groupe de terroristes qui veulent créer des problèmes, un groupe de terroristes qui est sponsorisé par des gens à l'étranger, qui ne veulent pas voir les élections à se tenir à la fin de cette année en République. Vous pensez que ce qui se passe au Kasaï, c'est soutenu par des étrangers, des gens hors du pays, qui manipuleraient ce qui est en train de se passer? Ce qui est vrai, si vous parlez de la milice à Kamwina Nsapu, vous parlez d'eux, ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup de moyens, etc. Et si ils peuvent mener des combats qu'ils mènent aujourd'hui, donc il y a un appui qui vient de quelque part. Scott Bob, est-ce que vous avez la même analyse? Eh bien, c'est-à-dire que pour des groupes autochtones qui sont très isolés, parfois très pauvres, s'ils se révoltent, ça veut dire que quand même ils se sentent menacés. Mais aussi, il y a des déboires. S'ils ont mis des enfants, armé des enfants pour semer la violence, alors c'est aussi reprochable. Donc il faut vraiment que les autorités essayent de saisir ceci et d'essayer d'entamer des négociations ou quelque chose comme ça. Sosten Kambindi, est-ce que pour vous, aujourd'hui, pour régler la situation au Kasaï, il faudrait que le gouvernement à Kinshasa prenne le problème à bras-le-corps et puisse dialoguer vraiment avec ceux qu'ils appellent des terroristes? Bon, le règlement de la situation, je crois qu'il y a une dynamique qui est déjà enclenchée au niveau de la province, avec la redéfinition de stratégie par le vice-gouverneur de la province du Kasaï central aujourd'hui. On a vu qu'il y a des miliciens qui sont rendus. Mais au-delà, aujourd'hui déjà, lorsqu'on s'était rendu dans la commune d'Enganza où le porteur du vice-gouverneur a échoué de tir,
les miliciens ont transmis un certain nombre de revendications. Pour ceux qui sont dans la logique de la reddition, ils ont transmis un certain nombre de revendications. Ils ont notamment demandé à ce qu'on lève toutes les barrières. Ils ont demandé qu'on leur rende le corps du chef Kamwina Nsapu, qui avait été officiellement abattu au mois d'août de l'année 2016. Ils ont aussi exigé, urbi et orbi, le départ du gouverneur de province, M. Alex Kademoupopa, puisqu'ils ont transmis au vice-gouverneur aujourd'hui. Au-delà de toutes ces revendications, c'est tout ce qui se raconte dans la province du Kasaï central. Il y a ceux qui pensent qu'aujourd'hui, si l'accord du 31 est cela, les miliciens le disent à qui veut les entendre, que l'application de l'accord du 31 décembre 2016 peut être une solution à la pacification de la province du Kasaï central. Donc on est presque dans une sorte d'une nébuleuse, on ne comprend pas très bien les revendications. Je ne suis pas d'accord avec M. Moulegazi Ndoula, qui dit tout à l'heure que les miliciens bénéficieraient de l'appui de l'extérieur. Je crois que c'est voir les choses de très loin. Il est à des milliers de kilomètres de Kananga. Les choses ne se passent pas de cette façon-là. Le 27 janvier, dans les rues de Kananga, on attendait le Premier ministre Salih Dadibanga. Des jeunes enfants sont sortis, des fillettes, qui n'avaient comme arme que des balais et des bâtons. Donc jusqu'à présent, on n'a pas pu voir ces miliciens avec des armes qui démontrent qu'ils bénéficient de l'appui extérieur. En tout cas, c'est... On a bien cette appréhension-là, je ne sais pas comment on pourrait... Merci beaucoup, Sostène Kambindi. Adrien Iloubakweyi, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec cette version des faits Est-ce que c'est une solution politique qu'il faut pour le Kasaï aujourd'hui, avec toutes les revendications qui ont été apportées, qui ont été faites? Madame, il faut dire, Sostène Kambindi, que je salue en passant, a tout dit, parce que votre invité au studio, apparemment, il n'est pas sur place, hein, il ne maîtrise pas vraiment la situation sur le terrain. Nous qui côtoyons ces jeunes gens-là, ils nous disent clairement les revendications. Il est vrai, la solution aujourd'hui passe par un effort qui est déjà consenti par le gouvernement central et le gouvernement provincial. Mais attention, madame, parce que dans la résolution de cette crise, nous nous rendons compte que le gouvernement veut vraiment essayer de jouer à un très mauvais jeu, c'est-à-dire en rassemblant les uns et pour écarter les autres. Parce que la situation qui est passée à langage aujourd'hui, comme ce qu'elle venait de vous dire, ce sont les frustrés qui se sont vus écartés par ce qui se passe comme négociation, comme pour parler. Voilà, c'est comme ça que nous estimons qu'il faut rassembler tout le monde et tout le monde quitter. Effectivement, on aura compris que c'est aussi lié au dispatch des provinces, à la redistribution, au redécoupage qui avait été fait, au redécoupage provincial qui avait été fait. Scott Bob, c'est déjà la fin de cette émission. Très rapidement, aujourd'hui, une solution politique pour le Kasaï, c'est ce qu'il faut en priorité? Il faudrait essayer, parce que utiliser les forces de tampon sur une affaire comme ça, ça ne réduit pas le problème. Au contraire, ça a tendance à s'éparpiller. Alors je crois qu'il faut peut-être engager l'UDPS, qui est très fort dans cette région, peut-être à s'engager aussi. L'UDPS qui fait partie des accords du 31 décembre. De l'opposition, oui. Donc l'opposition et le pouvoir à Kinshasa, c'est eux qui sembleraient avoir la clé de cette crise. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à Vox Africa à Londres qui a connu les attentats récents, qui diffuse Washington Forum depuis l'Angleterre. Et à la semaine prochaine. Merci.